INA Podcast. Au lointain sud où je suis né, et roule le coton. Je travaillais sans m'arrêter, et roule le coton. J'ai pensé partir sur la ligne, et roule le coton. Et le soleil brille sur la mer, et roule le coton. Un sou par jour est payé le noir. La radiodiffusion télévision belge, 3e programme, et l'Office de radiodiffusion télévision française France Culture présentent en coproduction Moby Dick d'Herman Melville. Adaptation en 15 épisodes de Jean Thibaudot. Avec Alain Cuny dans le rôle d'Akab et Jean Levray dans celui d'Ismaël. Jean-Roger Cossimon, Gérard Darieux, Gérard Dournel et Julien Guillaumard, les 4 marins. Henri Poirier, Stob. Jo Valery, Monsieur Peleg. Marcel Lestan, Monsieur Bilbade. Jean Mauvais, Élie. Et tout l'équipage. Je travaillais sans m'arrêter. J'ai pensé partir sur la ligne. Le Pécode. Depuis longtemps. Toujours. Acclimaté aux tempêtes et au calme plat calamiteux des 4 océans. Marqué par tous les temps. Sa vieille coque est noircie comme la peau d'un grenadier français revenu, entre autres, de l'Égypte et de la Sibérie. Et sa proue vénérable est, on dirait, barbue. Ses mâts coupés quelque part sur une côte japonaise, après que les originaux eussent été arrachés dans un coup de vent. Ils se tiennent raides comme les colonnes vertébrales des 3 vieux rois de Cologne. Ces ponts, antiques vraiment, sont usés et ridés comme la grande dalle de pierre vénérée par les pèlerins dans la cathédrale de Canterbury où fut assassiné Becket. Et il est comme l'empereur d'Éthiopie, décoré de façon très barbare, le cou tout alourdi de pendentifs en ivoire poli. Tout porteur de trophées, navire cannibale, attifé sur le devant avec les os de ses ennemis vaincus. La barre du gouvernail d'une seule masse, découpée bizarrement dans la mâchoire inférieure longue et étroite de son ennemi héréditaire. Le timonier qui manœuvre cette barre dans une tempête doit se sentir pareil au cavalier tartare quand il freine et retient son coursier fougueux en tirant sur le mort. Monsieur Peleg, je voudrais... Quoi? Tout est bien, mais j'aurais voulu voir le capitaine Akab. Que veux-tu au capitaine Akab? Tout est parfait, vous êtes engagé. Oui, mais j'aimerais le voir. Je pense que ce n'est pas possible pour le moment. Je ne sais pas au juste ce qu'il a, mais il reste chez lui. Une sorte de maladie. Mais il n'a pas l'air malade. Non, il n'est pas malade. Mais il n'est pas très bien. En tout cas, il ne peut pas me recevoir. Et je ne crois pas qu'il te recevrait. C'est un homme étrange, le capitaine Akab. Certains le pensent. Mais c'est quelqu'un de bien. Tu le verras autant que tu voudras, n'aie pas peur. Un grand homme, impie. Et je dirais divin. Il ne parle pas beaucoup, mais quand il parle, il faut l'écouter, sais-tu? Et remarque, Akab sort du commun. Il a été au collège et chez les cannibales. Il connaît des choses plus insondables que les vagues de la mer. Il a touché avec sa lance des ennemis plus forts et plus bizarres que toute espèce de baleine. Sa lance, la plus rapide et la plus sûre de toute l'île de Nantucket.
C'est Akab, mon garçon. Et dans le vieux temps, Akab, et c'est ça, Akab était un roi couronné. Hein? Et un très méchant roi, oui. Et à sa mort, quand il fut tué, les chiens léchèrent son sang. Tais-toi! Tais-toi! C'est sur ce bateau que vous embarquez, hein? Sur ce bateau que vous embarquez. Vous voulez dire le Picode? Là, ici. Oui, nous venons de signer. Signé. Oh. Y avait-il quelque chose à propos de vos âmes? Comment? Oh. Peut-être bien que vous n'en avez pas, oui. Et aucune importance, je sais. J'en connais beaucoup qui n'en ont pas. Et bonne chance à eux. Ils ne pouvaient souhaiter mieux, non? Parce que l'âme, hein, c'est la 5e roue du carrosse. Mais qu'est-ce que vous racontez, camarade? Oui. Lui, comprenez, lui. Il en a pour les autres. Oh, Quick, partant, il a dû s'échapper de quelque part. Il parle de quelque chose et de quelqu'un que nous ne connaissons pas. Arrêtez! Vous avez raison, vous ne le connaissez pas. Vous n'avez pas encore vu Vieux Tonnerre, non? Qui? Le capitaine Akab. Compté pour mort 3 jours et 3 nuits du côté du Cap Horn. Et sa bataille avec l'Espagnol à Santa devant l'hôtel. Et il a craché dans la calebasse d'argent. Et il a perdu sa jambe dans le dernier voyage, selon la prophétie. Au moins, vous en avez entendu parler de la jambe. Et de comment il l'a perdue, on le sait. Qu'il n'a qu'une jambe, celle qui lui reste. Et comment l'autre lui a été prise. Qui êtes-vous? Votre nom? Élie. Malgré tout, nous sommes partis, Quick et moi, sur le Pécode. Le matin du départ, à 6 heures, il faisait gris et brumeux. Et on y voyait mal quand nous arrivâmes sur le quai. Et je dis à Quick, il y a des marins qui courent devant nous, ce ne sont pas des ombres. Ah, nous partons au lever du soleil. Viens. Alors, vous partez? Bien. Avez-vous vu quelque chose comme des hommes qui allaient vers votre bateau tout à l'heure? Au revoir. Et nous ne nous reverrons pas bientôt. Ou peut-être au jugement dernier. Tu nous as sauvés de la mort. Merci pour le retour au port, où nous avons notre famille, tous nos amis et notre ville. Le ciel est grand, la terre est ronde. Merci, mon Dieu, maître du monde. Allons, capitaine Bilbad, venez. Nous devons les laisser maintenant. Bonne chance à vous, monsieur Starbuck. Merci, capitaine Peleg. Bonne chance, monsieur Stubb, et à vous, monsieur Plask. Merci, capitaine Peleg. Au revoir, et bonne chance à tous. Dieu vous bénisse! Ah, venez, capitaine Bilbad. Nous sommes émus, vieux marin. Allez, dans 3 ans, jour pour jour, nous aurons un bon souper chaud qui vous attendra ici, dans le vieux Nantucket. À bon vent, mes enfants! Merci, capitaine Peleg! Dieu vous bénisse, capitaine!
Dieu vous bénisse. Et vous êtes en sa sainte garde. Dieu vous bénisse, capitaine Bilbard. J'espère que vous aurez beau temps pour que le capitaine Ahcab soit bientôt parmi vous. Un bon soleil est tout ce qu'il lui faut. Et vous en aurez beaucoup du côté des tropiques. Merci, monsieur. Soyez prudents pour chasser, camarades. Harponneurs, ne défoncez pas les canottes. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse, capitaine Bilbard. Dieu vous bénisse, capitaine Bilbard. Les bonnes planches de cèdre blanc ont augmenté de 3% cette année. Et n'oubliez pas vos prières. Monsieur Starbuck. Oui, capitaine Milban. Veillez à ce que le tonnelier ne gaspille pas les douves de rechange. Ah, les aiguilles pour les voiles sont dans le coffre vert. Oui, monsieur. Et ne chassez pas trop le jour du Seigneur. Mais ne perdez pas une bonne occasion quand même. Il ne faut pas refuser les cadeaux du ciel. Ah, ayez un œil sur les mélasses tierces, monsieur Stubb. Elles étaient un peu liquides, il me semble. Si vous touchez les îles, monsieur Flask, prenez garde à la fornication. Au revoir. Adieu, capitaine. Ne gardez pas trop longtemps le fromage dans la cale, monsieur Starbuck. Oui, monsieur. Et ménagez le beurre. Il a coûté 20 sous la livre. Alors venez, venez, capitaine Bilbad. Nous sommes de vieux bavards sentimentaux. Adieu, les enfants. Dieu vous bénisse. À bon vent. Dieu vous bénisse. Adieu. Au revoir, mes enfants. Et maintenant que la courte journée nordique a sombré dans la nuit, en ce Noël glacial, nous entrons dans l'océan hivernal et nous sommes recouverts de la glace des embruns comme d'une armure brillante. Les longues rangées de dents de baleine qui décorent le pavois luisent au clair de lune. Et comme les blanches défenses d'ivoire d'un éléphant énorme, de gros blocs de glace recourbés et minces pendent à la proue. Aveugle et semblable au destin, nous avançons dans la nuit déserte de l'océan Atlantique. Et moi, Ismaël, je rentre dans les rangs de l'équipage. Et toute l'histoire commence. Le premier officier était Starbuck, natif de Nantucket et quaker de religion familiale. Le premier officier était grand Starbuck, et natif sérieux. de Nantucket et quaker Et de bien religion qu'il fût né familiale. sur une côte glaciale, Starbuck était grand c'était bien et adapté sérieux. à Le second apparemment officier l'attitude était brûlante. stable, bien qu'il fût né. Et sa né au chair Cap était Cod, dure comme le gentiment biscuit fataliste, roqueux. Il hélas, semblait n'avoir connu vaillant, qu'une trentaine prenant les choses d'étés à dangereuses comme elles qui venaient, avait ôté de avec son un air corps toute indifférent. espèce de superflu. Le troisième officier Mais était Flask, cela, de c'est Tisbury ça Montagna. n'avait pas du tout l'air de résulter d'anxiété dévastatrice et d'aucun souci. Le premier officier était Starbuck, natif de Nantucket et quaker de religion familiale. Starbuck était grand
et sérieux. Et bien qu'il fût né sur une croûte glaciale, il s'était bien adapté apparemment aux latitudes brûlantes, et sa chair était dure, comme le biscuit recuit. Il semblait n'avoir connu qu'une trentaine d'étés arides qui avaient ôté de son corps toute espèce de superfluité. Mais cela, cette maigreur, en somme, n'avait pas du tout l'air de résulter d'anxiété dévastatrice ni d'aucun souci. Et elle ne marquait aucune blessure ou flétrissure corporelle interne. C'était tout simplement une condensation réussie de l'animal humain. Starbuck n'était pas déplaisant à voir, au contraire. Exceptionnellement consciencieux pour un marin, et très naturellement et profondément religieux, la solitude sauvage de sa vie de marin le faisait pencher fortement vers la superstition. Mais il s'agissait de cette sorte de superstition qui, chez quelques esprits, viendrait plutôt de l'intelligence que de l'ignorance. Présage et pressentiment l'occupaient, au-dedans de lui-même et au-dehors. Et si parfois ces choses agitaient son âme d'acier, l'idée de sa jeune femme et de son enfant demeurés au Cap Cod pouvait davantage encore fléchir la rudesse native et l'ouvrir davantage encore à ces influences latentes qui, chez quelques hommes au cœur bon, arrêtent les impulsions de l'audace casse-cou du baleinier. Starbuck disait « Je ne veux pas avoir dans ma barque un homme qui n'aurait pas peur de la baleine. » Le second officier était Stubb. Il était né au Cap Cod. Gentiment fataliste. Ni lâche, ni vaillant. Prenant les choses dangereuses comme elles venaient, avec un air indifférent. Homme de bonne humeur. Facile, insouciant. Présidait sa baleinière. Pour lui, combat à mort égalait dîner quasiment mondain, son équipage comme invité. Arrangeait sa place dans la barque avec dévotion maniaque. Vieux cocher pour vieux banc, vieux fiacre. Et près de la baleine, dans convulsion, agonie, lutte désespérée, comme le chaudronnier avec marteau se servait de la lance impitoyable en sifflant, phlegmatique. Fredonnait les chansons drôles, flanc contre flanc avec la bête endiablée. Stubb. La vieille habitude avait converti pour lui les mâchoires de la mort en fauteuil tout confort. Quoi dire de ce qu'il pensait de la mort, c'est-à-dire la mort en elle-même? Y pensait-il ou pas du tout? Le troisième officier était Flask, de Tesbury Martha's Vineyard. Le petit Flask, en son jeune embonpoint vermeil, très agressif avec les baleines, pensait, selon toute vraisemblance, que ces grands léviathans l'avaient lui personnellement et sur le monde héréditaire tout spécialement provoqué. C'était pour lui une sorte de point d'honneur de les détruire quand il les rencontrait. Entièrement bouché à toute idée de considération respectueuse quant aux merveilles cependant nombreuses de leur majesté massive et de leur voix métaphysique. Et de même, mort à toute appréhension d'un éventuel danger dans ses rencontres avec Lady. Suivant son idéologie misérable, la merveilleuse baleine n'était rien qu'une sorte de souris agrandie plusieurs fois, ou d'un radeau, idem, lequel demandait tout juste à être circonvenu. Puis, il fallait prendre son temps et ne pas ménager sa peine pour le tuer, et pour le faire bouillir. Flask. Flask, frivole. Flask, frivole. Ces trois officiers, Starbuck, Stubb, Flask, dans l'ordre, étaient des personnages importants. Selon une prescription d'usage universel, ils commandaient chacun une baleinière. Dans l'ordre de bataille grandiose qu'elle est destinée probablement à Cab, pour marcher contre les baleines, ces trois-là seraient des capitaines de compagnie. Donc, armés de leurs lances longues et aiguës, ils faisaient un remarquable trio de lanciers. Oui, de la même façon que les harponneurs représentaient les lanceurs de javelots. Et puisque dans cette chasse à la baleine, chaque officier, comme un chevalier du Moyen-Âge, est toujours suivi et accompagné de son harponneur, lequel, en certaines conjonctures, lui fournit une nouvelle lance quand la première a été méchamment tordue et recourbée dans l'assaut. Et puis qu'entre les uns et les autres, les chevaliers et leurs écuyers, existe habituellement une étroite amitié,
Il convient maintenant de nommer les harponneurs du P-Code, avec leurs attributions respectives. D'abord, Queequeg, choisi par Starbuck. Vous connaissez Queequeg? Prince de sang royal de l'île de Rokovoko, anciennement Kenita. Tatoué des pieds à la tête à l'image du labyrinthe crétois. Adorateur de Yojo, etc. Qui a du pareil. Le suivant, Testego, indien pur, de Gade. Gade, le promontoire le plus à l'ouest de Martha's Vineyard, où subsistent les tout derniers restes d'un village peau-rouge qui depuis bien longtemps fournit à l'île voisine de Nantucket beaucoup de ses plus audacieux harponneurs. Les muscles basanés de ses membres reptiliens donnaient quelque crédit aux superstitions de quelques-uns des premiers puritains. On croyait admis qu'il était un fils du prince des puissances de l'air. Testego était l'écuyer de Stubb. Le troisième des harponneurs était Dagu. Immense, noir de charbon, nègre et barbare. La démarche d'un lion. Assuérus. Dans sa jeunesse, Dagu s'était librement engagé à bord d'un baleinier qui avait mouillé dans une baie solitaire de sa côte natale. Et il ne connaissait rien d'autre du monde que ce coin d'Afrique, Nantucket, et les ports païens que fréquentent les baleiniers. Dagu avait conservé ainsi toutes ses vertus primitives. Droit comme une girafe. Il se déplaçait sur les ponts, dans ses chaussettes, avec toute la majesté de ses 6 pieds 5 pouces. Quand on le regardait, on se sentait humilié physiquement. En face de lui, un homme blanc avait l'allure d'un drapeau blanc, implorant la trêve auprès d'une forteresse. Bizarrement, Assuérus Dagu, nègre impérial, était l'écuyer du petit Flasque, qui faisait, à côté de lui, l'effet d'un simple pion d'échec à côté de son roi. Quant au reste du reliquat de l'équipage du P-Code, il faut dire qu'actuellement, pas un sur 2 des milliers d'hommes employés par les baleiniers américains n'est lui-même un Américain, tandis que presque tous les officiers le sont. C'est d'ailleurs la même chose dans l'armée américaine, ainsi que dans la marine militaire et la marine marchande. Et on retrouve encore la même proportion dans les équipes qui construisent les canaux et les chemins de fer. La même chose, c'est-à-dire que toujours les Américains fournissent généreusement les cerveaux et l'encadrement, et le reste du monde, les bras. Le tout venant de la pêche à la baleine est originaire des Açores, où passent assez souvent les bateaux de Nantucket, de la même façon que les baleiniers du Groenland, partis de Hull ou de Londres, complètent leurs équipages en prélevant sur la population des îles Shetland. Les insulaires, Dieu sait pourquoi, font, on dirait, les meilleurs baleiniers. La plupart des hommes du P-Code étaient donc des insulaires, et aussi des isolés. C'est-à-dire qu'ils ignoraient le grand continent des hommes pour vivre chacun à part sur son continent personnel. Et maintenant, rassemblés dans la même coquille, ils constituaient un agglomérat étrange de solitaires. Députés style Anacarzis Cloutz, venus de toutes les îles, de tous les océans, de tous les bouts du monde, ils accompagnaient le vieil Akab, porteur de toutes les doléances de la terre, à ce tribunal dont on ne revient généralement pas. Pip, le petit nègre, n'en est pas revenu. Non, jamais. Pauvre garçon d'Alabama. Sur le diabolique gaillard d'avant, bientôt, vous le verrez taper sur son tambourin. Prélude à l'éternité. Plusieurs jours durant, nous ne vîmes pas le capitaine Akab. Les officiers prenaient à tour de rôle leur quart, et eux seuls, apparemment, et jusqu'à preuve du contraire, commandaient à nos destinées. Pourtant,
quelquefois, ils sortaient de la cabine avec des ordres tellement inattendus et péremptoires, il était évident alors que leur autorité était seulement seconde. Oui. Là-dessous se tenait leur seigneur et maître, invisible à tous ceux qui n'avaient pas le droit de pénétrer dans la retraite désormais sacrée de la cabine. Chaque fois que je remontais sur le pont après mes quarts, tout de suite je regardais en arrière. Je voulais voir enfin cette étrange figure. Mes toutes premières inquiétudes concernant le capitaine inconnu s'étaient bien précisées. Ils étaient devenus sous l'effet de l'isolement dans cette immensité. Presque une obsession. Et d'un coup, et malgré moi, je me rappelais l'indiscrétion diabolique et incohérente du guenilleux Élie, prophète comique des quêtes Nantucket. Mais d'autres fois, j'en souriais. Nous étions partis du port à Noël. Nous eûmes assez longtemps à supporter les morsures du froid polaire. Et nous allions vers le sud. Et à chaque degré et demi-degré de latitude que nous passions, graduellement, nous laissions derrière nous l'hiver. C'était un de ces petits matins en progrès sur les précédents, mais toujours gris et triste, dans cette transition du nord au sud. Quand, sous un bon vent favorable, le bateau s'est précipité à travers les vagues à saute-mouton avec une sorte de méchanceté, mais aussi de mélancolie. Je montai sur le pont à l'appel du premier quart. La réalité dépassait mon appréhension. Le capitaine Achab était debout, sur le gaillard d'arrière. Il n'y avait pas sur lui trace d'une maladie physique ordinaire, aucune trace en vérité de maladie ou de guérison. Il avait l'air d'un homme retiré des flammes d'un bûcher. Les membres abîmés, mais pas consumés, vraiment. Un homme auquel le feu n'aurait rien enlevé de la force compacte de son âge. Son corps, haut et large, était du bronze solide coulé dans un moule éternel, comme le percé de Cellini. Dans ses cheveux gris, et puis, sur un côté de son visage brûlé, et sur son cou, et disparaissant sous sa veste, il y avait une ligne tracée, mince, comme au fouet, et blanche. Cela ressemblait à la déchirure verticale sur le tronc d'un grand arbre. Quand la foudre l'a ouvert de haut en bas, et sans lui arracher le plus petit feuillage, lui a pelé et incisé l'écorce du faîte à la racine, avant de disparaître dans la terre, le laissant vivant et marqué. Qui pouvait dire si cette marque était née avec lui, ou bien si elle était la cicatrice de quelque affreuse blessure. Tous d'accord, sans rien se dire, pendant tout le voyage, personne n'en parla, ou à peine. En tout cas chez les officiers. Mais un vieil indien de Gayhead, parent de Tashtego, affirma un jour, superstitieusement, qu'Achab n'avait pas ça avant ses 40 ans, et que ça lui était venu ou arrivé, non pas dans la folie d'un combat entre mortels, mais d'une lutte plus élémentaire, au sein de l'océan. Et l'homme de l'île de Man, vieillard sinistre, qui n'était jamais venu à Nantucket jusqu'à ce voyage-ci, et donc voyait Achab pour la première fois, expliqua la chose autrement.
Les vieilles traditions maritimes, l'immemoriale crédulité lui reconnaissaient un pouvoir surnaturel de voyance. Si bien qu'aucun marin de race blanche n'osa le contredire quand il déclara que si, dans l'avenir, ce qui murmura-t-il n'était guère probable, le vieil Achab devait en arriver à être tout normalement enseveli, celui qui ferait la toilette du mort découvrirait cette marque originelle. Depuis le haut du crâne jusqu'à la plante du pied gauche. L'aspect tout entier effrayant d'Achab m'affecta si profondément avec cette couture livide qu'il m'a fallu un petit moment pour comprendre qu'une part non négligeable de mon insupportable frayeur venait de la jambe blanche sur laquelle pour moitié il se tenait. On m'avait déjà dit que cette jambe de bois en ivoire avait été façonnée en mer avec l'os poli d'une mâchoire de cachalot. Le premier tour à l'air libre du capitaine Achab fut extrêmement bref. Tout de suite, il regagna sa cabine. Mais à partir de ce matin-là, il fut chaque jour visible aux yeux de l'équipage. Il se tenait debout, la jambe d'ivoire enfoncée dans un trou fait tout exprès pour elle. Ou bien assis sur un siège d'ivoire. Ou encore il se promenait lourdement sur le pont. À mesure que le ciel s'éclaircissait, lui-même s'humanisait. Et il sortait de plus en plus. Comme si depuis que le bateau avait quitté le port, seul l'hiver, la pénombre funèbre de l'océan, l'avait tenu prisonnier. Bientôt, il fut presque continuellement dehors. Cependant, pour ce qu'il disait ou faisait, il semblait aussi nécessaire qu'un quatrième mât. Mais le Pécode était seulement en route vers ses affaires, bien sûr. Et les officiers avaient toute compétence pour surveiller les préparatifs de la chasse. Et ainsi, il n'y avait rien pour occuper ou passionner Achab, rien que lui-même. Ainsi, dans ce temps mort, il n'y avait rien pour dissiper les nuages qui s'amoncelaient sur son front, puisque toujours les nuages choisissent les plus hauts sommets pour s'empiler au-dessus. Bientôt tout de même, le beau temps, la chaleur, le sortir de sa rumination. Quand, jolie fille au jour rouge, en dansant, avril et mai regagnent les bois misanthropes de l'hiver, même le vieux chêne, le plus dépouillé, le plus râpeux, le plus fendu et écartelé par la foudre et par l'âge, fera pour le moins éclore quelques boutons, pour saluer ses visiteuses au cœur tellement joyeux. À la fin, Achab répondit un peu aux séductions adolescentes de l'air féminin. Et oui, plus d'une fois, il ébaucha timidement le signe de cette expression qui, chez l'homme habituellement, s'épanouit en sourire. Quelques jours s'écoulèrent, et laissant derrière lui la glace et les icebergs, le Pécode maintenant roulait à travers l'éclat du printemps de Quito, lequel, sur la mer, règne pour ainsi dire à perpétuité, au seuil du mois d'août éternel des tropiques. Presque chaque nuit, quand on prenait l'écart et que l'équipe de nuit, là, sur le pont, veillait sur le sommeil de l'autre équipe au-dessous, et que si un cordage devait être tiré sur le gaillard d'avant, les marins, au lieu de le jeter brutalement sur les planches, comme ils faisaient le jour, l'amenaient à sa place avec précaution pour ne pas déranger les camarades endormis. Quand cette sorte de grande tranquillité commençait à se faire, habituellement l'homme de bar, dans le silence, guettait les coutilles de la cabine. Et bientôt, le vieil homme apparaissait. Il se tenait à la main courante de fer. Il montait les marches, en se battant avec son infirmité. Et il ne manquait pas tout à fait d'humanité. Il s'abstenait généralement de patrouiller sur le pont du gaillard d'arrière, parce que ses officiers fatigués, qui cherchaient le repos juste dessous, à proximité de son talon d'ivoire, avec les claquements répercutés de l'os sur le bois, auraient rêvé des mâchoires dévoreuses des requins. Mais une fois, ce qui était en lui se fit plus fort que sa civilité. Et il se mit à lourdement arpenter le pont de la poupe au grand mât. Et Stubb, l'étrange second officier, arriva sur le pont à son tour.
et sur le ton d'ailleurs mal assuré de l'humour des improbateurs, il suggéra que si le capitaine Ahcab avait envie de marcher sur les planches, il avait bien raison. Mais qu'il devait bien y avoir un moyen d'amortir le bruit que ça faisait. Et il parla, assez indistinctement parce qu'il hésitait beaucoup, d'un morceau d'étoupe dont on pourrait peut-être envelopper le talon d'ivoire. Suis-je un boulet de canon, monsieur Stubb? Que vous vouliez me bourrer d'étoupe? Allez, vous pouvez partir. J'ai oublié, je passe l'éponge. Allez! En bas! À la tombe. Va t'habituer avec les autres, aux douceurs du linceul. À la niche! Je n'ai pas l'habitude qu'on me parle sur ce ton, monsieur. Ça ne me plaît pas tellement, monsieur. Du large! Non, monsieur. Non. Je ne me laisse pas traiter de chien à la niche, monsieur. Eh bien... Baudet... Anne... et tête de mule... Et va-t'en maintenant. Va-t'en! Je te fais débarrasser le plancher. Oui, monsieur. Jamais traité comme ça encore sans donner des coups. Pas normal. Stop, stop. Et retournez le corriger. Vous me mettre à genoux ici et prier pour lui. C'est ce qui me vient. Ce serait la première fois que réellement je prierais. Pas normal, pas normal. Et lui, il est pas normal, le gars. Prends-le comme tu voudras. Oui, c'est le moins normal des vieux hommes avec qui j'ai navigué. Comme il m'a sauté dessus. Ses yeux vous brûlent la cervelle. Est-il fou? En tout cas, il a quelque chose au cerveau. Comme il y a quelque chose sur le pont quand ça craque. Ah oui. Sur 24 heures, il en passe 3 au lit. Et il n'y dort même pas. Et il paraît que le matin, le hamac et les draps sont tout chiffonnés et noués. Et l'oreiller brûlant. Comme si on avait fait cuire une brique. Vieil homme. Brûlant. Après le départ de Stubb, Ahcab se tint un moment penché au bastingage. Et après, comme c'était son habitude depuis quelque temps, il appela un marin de quart et l'envoya en bas chercher son tabouret d'ivoire et sa pipe. Allumant sa pipe à la lampe de l'habitacle et plantant le tabouret sur le pont du côté au vent, il s'assit et fuma. Au temps des anciens vikings, les trônes des rois de Danemark amoureux de la mer étaient, d'après la tradition, fabriqués avec des défenses de narval. Maintenant, on ne pouvait regarder Ahcab, assis sur son trépied en os de baleine, sans penser à la royauté qu'il symbolisait. Ran, débordage, roi de la mer, souverain des Léviathans. Ahcab. Moby Dick, d'Herman Melville. Adaptation de Jean Thibaudot. Conseiller technique pour la navigation à voile, Armel d'Ast-sur-Couf. Bruitage, Louis Amiel. Assistant de production, Jean-Paul Papeau. Chef opérateur du son, Jean-Just Forg. Collaboration technique, Yann Parentoen. C'était
Le deuxième épisode.